C'est avec grand plaisir alors que j'invite notre première intervenante sur la scène. C'est Monsieur David Tout-le-Monde. Bonjour à tous. Des pirates, des bateaux, un ennemi redoutable et peut-être un trésor qui va nous attendre à la fin du voyage. C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir après la petite introduction animée qui va suivre. Donc, je préviens d'avance, hein, il est possible qu'à partir de maintenant, il apparaisse sur l'écran des blagues et autres jeux de mots très qualitatifs. Bon, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute. Donc, c'est parti. Donc, j'espère que ces petites scènes vous auront donné un peu mis l'eau à la bouche et surtout donné envie de rejoindre cette aventure, donc dans cette course contre le temps pour un peu réduire drastiquement la durée des tests. Bienvenue en tout cas dans les pirates du DevOps, la malédiction des temps réels. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle David Conham, je suis leader technique DevOps au sein du groupe de défense Thales. Et donc je travaille dans la branche Engineering Environment Management qui accompagne et aide les différents projets pour automatiser leurs différents moyens de test. Donc j'interviens sur pas mal de techno, hein, notamment toute la stack DevOps, mais pas que. Et j'interviens surtout sur des produits de télécommunications militaires, donc des produits notamment qui traitent de tout ce qui est messagerie et des normes qui sont définies par l'OTAN. On y reviendra par la suite. Et puis bon, vous l'avez remarqué avec le thème de la présentation, donc Pierre des Caraïbes. Je ne serai pas tout seul pendant cette présentation, je serai accompagné du célèbre capitaine Jack Sparrow avec moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le rétexte d'un projet dont les tests ont causé pas mal de soucis. Un projet qui évolue dans un environnement qui est contraint par la DSI. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de solutions qui vont être bridées. On ne pourra pas forcément faire ce qu'on veut. Donc, je sais qu'au cours des différents talks qu'on a pu avoir, bon, on a parlé de pas mal de techno, Kubernetes et d'autres. Bon, bah, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas forcément nous appliquer et donc on va devoir un peu contourner, trouver d'autres choses, d'autres façons en tout cas d'améliorer la situation. Et donc on va voir tout ça par la suite au cours de ce périple. Et puis on verra à la fin du coup, le nouveau workflow qui découle de toutes ces actions. Donc, je vais vous présenter d'abord le produit. Donc, le produit, c'est ce qu'on appelle un système temps réel. Donc, c'est un système qui est capable de traiter des demandes et exécuter des tâches de manière fiable et prévisible, et surtout dans des délais très courts. Donc, c'est des systèmes qui évoluent dans des environnements où le respect de la contrainte temporelle est primordial pour tout ce qui garantit de bon fonctionnement et de sécurité. Et donc ça induit plusieurs choses. Déjà, c'est les notions de priorité des tâches. Donc, notamment, par exemple, tout ce qui est flot d'exécution et ordonnancement, bah, ça va forcément être toujours identique, malgré les différents runs. Donc ça, c'est important. Aussi, il y a les délais déterministes. Donc ça veut dire que le moindre événement, la moindre tâche, bah, ça va s'exécuter à un moment précis. Pareil, il y a cette notion vraiment de stabilité qui revient dans les systèmes temps réel. Et puis, ça vaut pour le produit, mais aussi de manière générale pour les systèmes temps réel. Il y a aussi la notion de stabilité qui revient. C'est-à-dire que bah, c'est des systèmes qui évoluent dans des domaines à fort enjeu, donc les secteurs bancaires et autres. Et là, dans le cas de Thales, on est dans un enjeu militaire. Donc le produit en question, bah, c'est un produit de télécommunication. Donc imaginez qu'on est sur un théâtre d'opération avec plusieurs unités, donc qu'elles soient terrestres, aériennes, navales. Et donc les unités, pour communiquer, elles ont besoin de ce produit-là. Bon, bah, s'ils tombent en panne, les messages ne sont pas envoyés, il peut y avoir des conséquences assez graves. Donc vous voyez un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir autour de ce type de produit. Et donc, bon, rapidement, c'est un produit qui est développé en ADA et C++, qui sont des langages qui sont bien adaptés pour tout ce qui est système temps réel. Et donc, ça tourne sous Linux et c'est monocœur. Donc voilà. Si on regarde un peu comment c'est testé. Donc, on a dit qu'effectivement, l'environnement de base, c'est le théâtre d'opération. Donc, bah, on va essayer de chercher, on va essayer de le simuler via un environnement de test. Donc, en fait, on va envoyer un certain nombre de messages stimuli qui vont être échelonnés dans le temps et qui vont être reçus du coup par le processeur dans la chaîne de calcul.
Et à la fin, ce processeur va générer un certain nombre de messages en réponse qu'on va analyser. Donc on va vérifier les champs, voir si on n'a pas des messages en trop, des doublons. Enfin voilà, on va appliquer toute une batterie de vérification. Et c'est ce check-là qui va nous permettre de vérifier si le test il est OK au cas où. Donc, quand on voit ce schéma-là, a priori, ça a l'air d'être assez simple. C'est globalement un des schémas qu'on peut retrouver dans d'autres types de tests. Là où ça va poser problème, c'est qu'on va parler un peu d'indicateurs et de volumétrie. En fait, on a plus de 2700 tests fonctionnels sur le produit, et certains qui durent pas mal de temps. Et puis même aujourd'hui, si on lance de manière séquentielle sur un PC la durée les tests, on en a pour 42 heures. C'est déjà un. Et surtout, même avec Jenkins qu'on utilise pour paralyser les tests au niveau de la livraison, on en a pour 8 heures, ça reste toujours complexe en termes de temps. Donc on va voir par la suite que ça va poser des problèmes aussi bien au niveau local, c'est-à-dire pour le développeur lors de son développement, que lorsqu'il va vouloir livrer. Parce qu'effectivement, d'un point de vue flux d'intégration, en fait, le premier qui va livrer, il va être content parce qu'il peut le faire, sauf qu'il va être maudit par tous les autres collègues qui vont vouloir livrer juste après, parce qu'eux vont être en attente et ils vont devoir attendre un certain temps avant d'avoir un résultat sur leur intégration. Donc c'est assez compliqué. Le cycle de développement au global, il va être très long, il va être très ralenti. Ça va engendrer beaucoup de frustration, beaucoup de temps perdu. Et donc forcément, derrière, ça va être, on ne peut pas être efficient dans ces conditions. De plus, comme je vous l'ai dit, on évolue au niveau intégration avec Jenkins, donc, qui est dimensionné et qui est proposé par notre DSI. Le problème, c'est que quand on cherche à paralyser 2700 tests sur le Jenkins, en fait, il est en souffrance, il tient difficilement la charge, et en fait, on ne peut plus utiliser le Jenkins en même temps qu'on lance ces tests-là. Pourtant, on a quand même plusieurs lignes de produits, on aimerait bien pouvoir livrer d'autres choses lorsqu'on fait des intégrations, et donc ça reste un problème qu'il faudra aussi résoudre de ce côté-là. Donc en tout cas, avec ces premières slides, vous voyez un petit peu la problématique qui se dessine sur du coup, la longueur des tests et tous les impacts que ça peut avoir sur la chaîne de développement. Et donc un peu notre objectif aujourd'hui, ça va être de trouver une solution à ces problèmes, bien sûr dans un environnement qui est contraint par la DSI, et surtout, comme on est dans le thème des Pirates des Caraïbes, avant que David Jones nous rattrape et veuille ferrailler avec notre intégration. Donc pour cela, on va aborder plusieurs pistes, plusieurs choses. Donc, déjà, la solution peut-être la plus évidente quand on pense à beaucoup de tests, peut-être qu'on peut essayer de regarder pour réduire l'impact et justement de jouer que des sous-groupes de tests. Donc on peut regarder par exemple du côté de la couverture de code, donc à savoir l'indication pour un test donné de savoir si telle portion de code est jouée et couverte par le test. Donc si par exemple on prend la couverture de code, qu'on la couple avec les modifications du développeur lors de son développement et qu'on automatise un petit peu le tout, on peut réussir à extraire par exemple des listes de tests à jouer qui n'est pas du coup l'ensemble de la liste globale. Ça, par contre, ça a quand même plusieurs prérequis. C'est qu'il faut déjà avoir une bonne gestion des dépendances, il faut aussi avoir une bonne couverture de code, parce qu'il faut pouvoir récupérer les tests qui sont impactés. Et ça, en fait, aujourd'hui, dans le projet, on ne remplit pas forcément toutes ces conditions. Déjà, comme je vous l'ai dit, le projet il est en ADA. L'ADA permet la couverture de code, mais pas aussi de manière aussi poussée que d'autres langages comme JavaScript, le Java et ce genre de choses. Donc en fait, il aurait fallu faire encore plus d'automatisation à ce niveau-là. Donc ça n'a pas pu être fait. Et puis aussi, dans le projet, je n'ai pas mentionné, mais il y a pas mal de code généré. Du code du coup, qu'on a sorti de la calmétrie pour ne pas fausser les indicateurs en termes de dette technique. Et en fait, le problème derrière ça, c'est que si on n'a pas tout en termes de cartographie de couverture de code, on va avoir des trous. Et donc le but, c'est pas de pas jouer certains tests qui auraient dû être joués, quoi. Donc on n'était pas forcément au point là-dessus, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu, pour l'instant en tout cas, implémenter cette approche. Pour autant, c'est quelque chose quand même qui reste très intéressant et sur lequel on cherchera à travailler par la suite pour améliorer l'état de santé par rapport à ça. Donc si on ne peut pas passer sur cette approche, il reste encore des solutions. Notamment quand on parle de temps simulé, on oppose aussi une autre alternative à ce temps-là, qu'on appelle le temps simulé. Le temps simulé, c'est quoi? C'est concrètement une technique qui vise à manipuler, à contrôler un peu la gestion du temps à des besoins de test ou de simulation.
Contrairement en fait au temps réel où en fait l'horloge va s'écouler suivant le passage des secondes, c'est l'horloge qu'on connaît tous, hein. Et ben en fait là le temps simulé lui il va accélérer, ralentir, figer même l'écoulement du temps suivant les besoins. Donc ça va induire plusieurs choses. Déjà, ça va induire le fait d'être totalement dépendant de l'horloge du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir deux horloges quand on va lancer le test. Le temps machine, donc qui va s'écouler de manière classique, et puis bah, du coup le temps de l'horloge en temps simulé. Le développeur, lui, pourra fixer la date comme il veut, et ça de manière totalement arbitraire. Deuxième point, c'est la partie contrôle on a un contrôle total sur notre test et sur notre environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer des conditions et des comportements spécifiques pour le besoin du test. Donc ça nous intéresse pas mal. Et puis enfin, bah, le fait de pouvoir un peu avancer à notre guise dans le temps simulé, ça va nous permettre notamment, lorsqu'on a des séquences un peu longues dans les tests, bah, de pouvoir un peu faire l'avance rapide, on va dire, pour arriver plus rapidement à la fin du test. Notamment quand je parle de séquences longues, ça peut être des expirations de timer, les attentes de messages, enfin voilà, du temps mort, on va dire, dans les tests. Donc voilà un peu pour l'approche du temps simulé. Donc pareil, il y a aussi des prérequis hein, là-dessus. Le premier, bah, il découle du temps simulé lui-même. Hein, c'est-à-dire que bah, il faut avoir des scénarios temporels. C'est-à-dire que bon, si on veut pouvoir influer sur le test et en modifiant la donnée temporelle, bon, bah, il faut que déjà les scénarios ils soient échelonnés dans le temps en termes d'interaction. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, il va falloir trouver des moyens d'abstraire le temps. C'est-à-dire qu'on puisse soit avoir la main nous-mêmes sur une horloge, donc soit au niveau logiciel, donc en faisant une petite surcouche pour rerouter au besoin les fonctions système, donc tout ce qui est clock, les délais, ce genre de choses, d'un point de vue logiciel, ou alors d'un point de vue système, c'est-à-dire trouver un moyen de bypasser les librairies classiques de la machine. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher et ce qu'on va essayer d'implémenter. Donc la première approche, c'est notamment par la librairie FakeTime. Donc c'est une librairie en C hein, qui existe et qui fait pas mal de choses, et notamment qui bah, émule bah, tout ce qui est traitement du temps dans le contexte logiciel. Donc tasking, délai temporel, échange socket, tout ce genre de choses, bah, y a des notions de temps à l'intérieur, et la librairie FakeTime, elle est faite pour justement émuler tout ça. La librairie FakeTime, elle ne s'utilise pas toute seule. Elle s'utilise avec une variable d'environnement qui s'appelle LDPreload. Donc cette variable-là, c'est une variable qui permet d'injecter en fait, dynamiquement des librairies à la place des librairies système et surtout au moment de l'exécution du programme. Donc, en fait, ça fait que de manière totalement transparente, on va pouvoir bah, changer le temps et puis bah, pouvoir mettre notre stratégie de temps simulé à la place. Donc ça, c'est une solution qui nous a beaucoup intéressé. On a regardé et par contre, on n'a pas forcément pu l'implémenter de cette manière. Parce qu'en fait, quand on a profilé nos tests, on a remarqué qu'on avait beaucoup de temps mort, donc là où en fait, le test ne faisait pas forcément grand-chose, et puis des moments où dans le test faisait il y avait beaucoup d'interactions. Et en fait, nous, un peu à la manière d'une voiture, on aimerait bien avoir deux pédales, c'est-à-dire la pédale de frein et la pédale d'accélération, et pouvoir appuyer un peu au besoin sur l'une des deux pédales. Et ça, bah, FakeTime nous ne le permettait pas. Donc c'est pour ça qu'on va essayer on est parti sur une solution un peu plus personnalisée. Donc c'est-à-dire qu'on est parti sur une surcouche logicielle. Et donc on a utilisé notamment des primitives qui s'appellent primitives setcap. Donc grosso modo, setcap, ça permet d'affecter ce qu'on appelle des capacités. Donc les capacités, ça accorde en fait des permissions spécifiques à un binaire, plutôt que donner bah, l'ensemble des privilèges de route à un exécutable. Je veux dire, là, on peut cibler davantage et comme ça, on est quand même plus réglo hein, d'un point de vue cybersécurité. Et donc, en fait, là, en l'occurrence, ce qu'on va donner comme capacité à notre harnais de test, c'est la capacité sysnice qui en fait nous permet de figer et de fixer surtout les priorités d'une tâche ou d'un binaire. Alors pourquoi on en a besoin? En fait, il faut savoir que de manière générale, quand on va demander à donner une priorité à une tâche ou à un binaire, bon, en fait, on n'a jamais le dernier mot. C'est-à-dire qu'on propose à la machine, et après, c'est le processeur qui, en fonction de ce qu'il est en train de traiter, va nous donner la bonne priorité ou pas. Et comme là, depuis le début, je vous parle quand même d'un système temps réel, on est dans un système qu'on veut déterministe.
on ne peut pas se permettre de laisser la main au processeur. On veut avoir le dernier mot, et donc c'est pour ça qu'on veut éliminer ce facteur un peu chance, ce facteur aléatoire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette primitive-là. Et donc, globalement, si on rentre un tout petit peu encore dans l'exécution du harnais test, bah en fait, on va avoir un harnais test avec un ensemble de tâches. Donc, on va avoir une tâche qui va gérer le temps simulé. Cette tâche-là, en fait, elle va avoir la priorité la plus basse, donc elle ne sera pas tout de suite exécutée. Pour rappel, on est dans un contexte monocœur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les tâches, lorsqu'une tâche est exécutée, bah, en fait, ça se fait de manière séquentielle. Et donc, bon, bah, le temps va s'écouler, donc le temps machine, hein, mais le temps simulé, lui, reste à 0. Donc les tâches qui sont au-dessus bah, vont s'exécuter. D'autres peuvent se créer, mais donc, si elles se créent et elles ont besoin de s'exécuter à ce moment temporel, bon, bah, elles vont passer avant la tâche du temps simulé. Sinon, elles vont être endormies. Et donc, quand va arriver le moment de la tâche temps simulé, bah, en fait, il va juste incrémenter le temps. Le temps. Donc, généralement, nous, on incrémente d'une microseconde, et puis on itère de manière à atteindre la fin du test pour ça. Donc, en grosso modo, pour résumer le traitement, c'est en fait, on va incrémenter le temps uniquement lorsque toutes les tâches sont endormies. Voilà pour résumer un peu l'implémentation qu'on a fait. Au final, cette implémentation, c'est littéralement une solution clé en main pour le développeur. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il cherche à compiler ou à lancer des tests, c'est juste une option qui va changer, donc pour dire s'il veut être dans un mode temps réel ou un mode temps simulé, et derrière, c'est totalement transparent. Surtout, l'avantage que cette solution a, c'est clairement, d'un point de vue temps, aujourd'hui, on passe de les 42 heures en séquentiel sur une machine, on les passe maintenant en 1h40. Donc déjà, un gros gain de temps, on a rattrapé un peu notre course, sauf que bon, c'est pas forcément encore totalement satisfaisant. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai montré, c'est du monocœur. Donc en vrai, maintenant, les machines ont quand même plusieurs CPU. On pourrait voir comment améliorer ça. Et donc, justement, on va essayer de paralyser le système pour essayer de gagner davantage de temps. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Docker. Hein. Je pense que vous connaissez la techno. Hein. C'est un outil connu et reconnu. Par contre, ce qu'on connaît peut-être un peu moins, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de frameworks qui sont plus puissants et qui permettent de faire pas mal de choses, comme Kubernetes et autres. Là, je parle de la surcouche Docker Compose, qui est une surcouche pour orchestrer, on va dire, les conteneurs. Et donc, en fait, là, ce qu'on a implémenté, c'est on va créer en fait un pool de conteneurs. Donc, chacun va s'affecter à un CPU de la machine. Et en fait, on va morceler la liste des tests. Et on va répartir ça de manière équitable et on va pouvoir atteindre des temps du coup beaucoup plus fins. Et donc on va approcher de 20 minutes. Et donc bon, si on regarde depuis le début, hein, 42 heures, 8 heures, 1h40 et maintenant 20 minutes. Donc on a fait quand même déjà un bon chemin. Est-ce que pour autant on a brisé enfin cette malédiction du temps réel ? Alors, si j'étais pas à Thales et que j'étais pas dans un contexte militaire, je vous aurais dit oui et la présentation serait finie. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Il faut savoir que dans un contexte militaire, on est quand même tenu de tester exactement dans les conditions réelles, les conditions telles que c'est déployé en mission. Et donc, malgré tout, on est obligé de faire le temps réel. On n'y échappe pas. Donc, le temps simulé va quand même nous apporter pas mal de choses hein, pour fluidifier le cycle de développement, mais il va falloir quand même qu'on se pose quand même quelques questions pour justement améliorer et optimiser ce temps réel. Et c'est justement ce qu'on va faire. Premier point, par exemple, là, avec le temps simulé, on a parlé de parallélisation avec Docker et Docker Compose. Ça, c'est des choses littéralement qu'on peut aussi appliquer au temps réel. Donc, on ne va pas se gêner, on va le faire. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de petites actions qu'on peut aussi faire pour un peu aider à tout ça. La première, c'est tout simplement gérer un peu plus la partie ordonnancement. Donc là, par exemple, sur nos machines Jenkins aujourd'hui, en fait, les tests sont un peu répartis de manière un peu aléatoire. Et ça peut, des fois, nous faire perdre beaucoup de temps. Là, dans le petit exemple que je vous ai montré, en fait, le test G, il est à la fin. Et le test G, il est très long. Imaginez que le test G, il casse, qui doit être rejoué. En fait, on va reprendre un temps supplémentaire et on va perdre encore plus de temps que sur la photo. Et puis là, on peut voir, par exemple, que la machine 1, en fait, elle finit plus tôt et en fait, il ne se passe rien et donc elle n'est pas utilisée. Donc, il y a
tout un espace un peu inutile dans la partie endossement tel que c'est fait actuellement. Et donc, si jamais on prend une petite stratégie, on peut déjà améliorer un peu l'état global. Et donc notre stratégie, par exemple, ça serait de lancer les tests longs en premier, de les lisser sur l'ensemble des machines. Et en fait, ce qu'on aurait, c'est une durée de test un peu plus uniforme sur l'ensemble des machines. Et donc, en fait, on pourrait distinguer un peu du gain de temps. Donc bon, là, effectivement, sur le diaporama, sur la slide, on voit que déjà sur l'exemple, on arrive à homogénéiser, à libérer un gain de temps. Donc là, c'était 2 machines et 5 tests. Imaginez avec 2700 tests, le gain qu'on peut se faire sur l'ensemble. Donc ça, c'était pour la première amélioration. Si vous vous souvenez un peu de la problématique que j'ai posée par rapport à Jenkins, en fait, Jenkins, il a un problème de charge. C'est assez compliqué. Donc en fait, ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a mis, on a mis un algorithme de gestion de charge qui est codé en GUI, comme les pipelines Jenkins. Et en fait, cet algorithme de gestion de charge va éviter qu'on mette 100% des tests dans la file d'attente. En fait, on va créer ce qu'on appelle des batchs différés. Donc en fait, plutôt que charger l'ensemble des tests, on va charger une partie des tests, on va charger en plus un batch différé. Et en fait, ce batch, quand il va être exécuté enfin sur Jenkins, et c'est là où il va remettre dans la machine, on va dire, la suite des tests. On ne perd pas de temps. Juste qu'en tout cas, dans la file d'attente, il y a beaucoup moins de choses. Et en fait, le Jenkins, il souffle. Et surtout, on peut l'utiliser en parallèle. Donc c'est ça quand même qui était la plus-value, c'est qu'on peut enfin faire d'autres choses sur Jenkins pendant que les tests tournent. Et ça, mine de rien, ça apporte beaucoup d'avantages. Donc avec ces petites actions, concrètement, on a réussi à faire baisser le temps réel à 1h30. Donc 1h30, donc encore mieux, on va dire, que la première version du temps simulé. Donc on a quand même fait pas mal de choses. Donc maintenant, on va pouvoir voir un peu comment temps simulé, temps réel, tout ça peut s'ordonner dans ce nouveau trésor qu'on a et donc le nouveau workflow. Et donc, notamment, c'est le fameux livraison. On a 2 types de livraison. On va voir la livraison en temps simulé, donc faite par les développeurs, donc vraiment très courte. Et puis, on va avoir une livraison dite release, donc elle qui se fait sur demande ou chaque nuit, et donc elle qui va passer les tests en temps réel pour valider le tout. Donc, maintenant qu'on a notre intégration continue, notre nouvelle intégration, l'heure du climax arrive. Donc, le navire de Davy Jones se profile à l'horizon. Il est temps un peu de se battre. Et puis, comme dans les films, notre célèbre Jack Sparrow, il a récupéré le coffre contenant le cœur de Davy Jones. Donc, on est prêt pour la bataille finale. Alors, Davy Jones a été vaincu, non sans effort et puis non sans humour. En tout cas, il est temps pour le capitaine de siffler un peu la fin du voyage et du coup de faire un peu un rétexte sur le périple qu'on a fait. Donc, si on devait parler en termes d'analogie de bateau, on pourrait dire qu'au début, on était plus proche du Titanic, bord du naufrage, avec 42 heures et puis 2700 tests. Puis aujourd'hui, on se rapproche quand même du bateau phare de Jack Sparrow, le Black Pearl, un bateau rapide et efficace. Donc on a une vision maintenant beaucoup plus claire du site de développement parce que forcément les délais sont beaucoup plus courts. Les développeurs, aussi bien avant de livrer que pendant sa livraison, ils peuvent facilement voir quand il y a un souci. Donc ça c'est le gros avantage. Et comme on a moins de frustration et moins de temps mort, forcément les équipes sont beaucoup plus efficaces. Le prochain cap, c'est parce que on ne peut pas dire qu'on a l'intégration ultime, c'est-à-dire que l'amélioration continue, c'est toujours, on peut toujours trouver des choses à améliorer. Donc c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit, et c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça qu'on aime répéter que la quête du trésor est jamais finie, et c'est pour ça aussi notamment que on a mis le petit logo Kubernetes, parce qu'effectivement pour l'instant on n'y a pas forcément accès, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite pousser, on souhaite tendre. Donc c'est un peu notre objectif à moyen terme. Et puis bon, les choses comme la couverture de code, tous les petits aspects que je vous ai présentés, c'est des choses aussi qu'on aimerait bien mettre en place. Donc voilà, il y a encore des travaux à faire. Et puis ça se trouve, il y a même des problèmes qui ne sont pas encore là aujourd'hui, qu'on aura prochainement ou plus tard. Donc voilà, on veut être prêt en tout cas à répondre à ces problématiques.
Donc, quelques petites ressources pour si jamais vous voulez creuser un peu le sujet, notamment la fameuse librairie FakeTime qui est disponible sous GitHub, et donc qui est assez riche hein, dans ce qu'elle propose en termes de manipulation du temps. Aussi les descriptifs des commandes Linux qui sont utiles aussi pour notre implémentation du temps simulé, notamment le setcap et le nice. Et puis aussi une petite page sur comment optimiser un peu notre intégration continue, notamment en termes de scalabilité verticale et horizontale, donc, qui peut être utile pour diminuer la durée des tests. Donc, j'en profite maintenant pour remercier les différents membres un peu de l'équipage, hein, parce que déjà les travaux ne se sont pas forcément faits en quelques jours, hein, ça a pris du temps, et puis ils ne se sont surtout pas faits seuls. Donc bon, les personnes impliquées se reconnaîtront dans les petits programmes que j'ai pu mettre ici. Et puis bon, aussi, je remercie l'organisation hein, pour m'accorder la possibilité de faire cette première conf dans un salon. Et je veux aussi vous remercier de votre attention. J'aimerais bien ouvrir un peu dans une réflexion interne chez vous. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques autour des tests? Est-ce que vous avez des tests longs et sur lesquels vous avez besoin aussi de faire des actions? Ça, c'est des réflexions que éventuellement vous pouvez avoir. Et pour terminer, je vais poser une question à mon compagnon de route, hein, Jack Sparrow. Est-ce que j'étais un bon présentateur? Je lui laisse répondre. Hein. Il fait hic, j'ai l'impression qu'on va prendre ça pour un OK. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, très bien, très bien. Merci pour ce talk, c'était hyper intéressant. J'aime bien le concept de manipulation du temps, de toute façon. Alors voilà, c'était bien chargé. Alors, si vous me permettez, quelques questions. Oui. Voilà, très bien. Alors, question numéro 1 de loin, le plus upvoté, bien sûr. Bien sûr. Est-ce possible de baisser la clim, s'il vous plaît? Oui, 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 on sait, voilà. Elle a été déjà signalée. Donc, c'est pas nécessaire de reposer la question. Encore, et encore, et encore. D'accord. Continuons avec le sérieux. OK. Très bien. Alors, très bien. Voilà, ça bouge un petit peu, mais voilà. Comment être sûr que les tests en temps accéléré sont bien représentatifs de la réalité si on modifie certains paramètres ou binaires dans les tests? Alors ça, effectivement, c'est une question qu'on s'est souvent posée. Aujourd'hui, on va dire ce qui change concrètement dans le binaire, c'est vraiment juste la partie temporelle. C'est-à-dire que la partie vraiment fonctionnelle, elle ne change pas. Et aujourd'hui, en tout cas, on le rencontre dans les développements, la plupart du temps, quand le test il casse en temps simulé, il casse aussi en temps réel. On a très peu de cas où on a un des tests, des temps qui est KO sur des tests et pas l'autre. Généralement, quand c'est le cas, c'est des problèmes peut-être de timing de message, donc on règle ça facilement. Mais on n'est jamais tombé sur un cas complexe où on ne pouvait pas reproduire le test dans l'un des deux temps. Voilà. Voilà, très bien. Est-ce que découper le produit pour tester les différentes parties indépendamment a été envisagé? Alors effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait bien. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais le produit, c'est un monolithe de plusieurs millions de lignes de code, avec plus de 15 ans d'actifs. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on tend, mais c'est clairement pas simple. Et donc voilà, on aimerait bien aussi, par exemple, envisager un refactoring complet et effectivement faire du microservice ou sur les choses. Mais effectivement, ça c'est des actions, on va dire, sur le temps long, parce que c'est pas un claquement de doigts qu'on peut aboutir à ces types de solutions. Ouais, j'espère, si parmi vous, il y avait des gens qui ont déjà lancé dans un projet de refactoring, voire migration d'un monolithe qui date depuis 15 ans vers des microservices de nos jours, c'est pas le truc le plus évident, bien sûr. Alors voilà, bon courage. Merci. Voilà. Pourquoi autant de contraintes de la DSI? En 2024, Kubernetes est aujourd'hui utilisé dans un très grand nombre d'entreprises. J'imagine que la réponse est militaire, etc. Mais bon, est-ce que vous pouvez élucider? Je vais vers la question pour la montrer à ma DSI pour pousser un petit peu le sujet. Non, mais effectivement,
on va dire que dans les entreprises qui sont pas directement, qui font pas directement que du logiciel, qui sont beaucoup plus industriels comme Thales, forcément, ça cascade pas forcément les choses aussi rapidement. Pour autant, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Et puis surtout, tout le domaine militaire en fait fait que forcément, on peut pas prendre les dernières technos, on est obligé de les requalifier. Et donc ça implique pas mal de contraintes. Et c'est, je pense, pour ces raisons-là, notamment, qu'on ne peut pas utiliser encore, par exemple, Kubernetes ou ce genre de choses. Oui, très bien, très bien. Une dernière question, oui. Si vous me permettez. Beaucoup de personnes auraient pu simplement ajouter de la capacité machine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cherché une optimisation logicielle? Alors en fait, il faut savoir que le nombre de tests, il augmente assez sensiblement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on en a 2700. Il y a peut-être un an, on était peut-être à 2400, 2300. Donc chaque année, on prend quand même beaucoup de tests. Donc on peut rajouter de la capacité aux machines ou justement ajouter des machines, mais ça n'allait pas résoudre le problème de manière stable. Et donc on voulait avoir une solution qui nous permette vraiment de gagner de l'avance et pas juste on rattrape un peu notre temps perdu et au prochain coup on refait des machines, on améliore les performances. Donc on voulait avoir une solution suffisamment efficiente pour justement prendre de ce temps d'avance. Très bien. Bon, merci d'avoir répondu à ces questions et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Très bien, je vous remercie à tous. Voilà. Merci. Excellent.